Donc, dans le fond, je vais commencer par muter mon ami André. Premièrement, merci d'être avec nous. Merci de prendre le temps. Clairement, c'est un sujet qui a été très populaire. Il y avait vraiment beaucoup d'inscriptions. Donc, en fait, la manière qu'on va fonctionner aujourd'hui, c'est simplement de lever la main, puis je vais déverrouiller les micros au fur et à mesure. Comme ça va être plus simple. Et puis, comme à l'habitude, je n'ai pas pour poser des questions vraiment au fur et à mesure. C'est plus facile que de les accumuler à la fin puis de revenir sur des sujets. Donc, pendant qu'on est sur la diapo, je ne sais pas si on peut encore utiliser ce vieux terme-là, mais quand on va être sur le sujet, je n'ai pas pour lever la main, ça va me faire plaisir parce que assurément, votre question est pertinente pour les autres aussi. Donc, aujourd'hui, on va être deux. Je suis avec mon ami Sylvain McClure de La Joie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, la plupart des noms, on se connaît, mais je vais quand même me présenter peut-être une petite minute et à la fin de la présentation, théoriquement, selon les questions, on devrait avoir le temps aussi de regarder les outils de sélection. Là, on a plusieurs nouveautés. Donc, premièrement, je m'appelle Mélanie avec ATS. Ça va faire 5 ans en janvier prochain que je suis avec vous. Comme vous le savez, on est spécialisé en spécification, donc à même titre, le même type de service que Sylvain vous offre également quand vous avez besoin d'aide sur vos sélections. La seule différence qu'on a, c'est j'ai accès à un outil de sélection qui est autant gratuite pour vous ou que moi, je peux travailler en collaboration avec vous. Donc, vous avez toutes des comptes. Si jamais vous n'en avez pas un, je peux vous en créer un. Comme je vous disais, c'est gratuit. En fait, c'est les manufacturiers qui sont dessus qui paient l'accès puis l'information pour la mettre à jour disponible pour vous. Donc, c'est un peu comme un Google au niveau de la référence. Et puis, la raison pourquoi je fais du partenariat avec Sylvain, c'est qu'on partage plusieurs lignes ensemble. Donc, aujourd'hui, le gros sujet, c'est principalement avec WAF. Donc, c'est un de nos plus grandes collaborations. Mais on va avoir du Frankie aussi. On a vraiment plusieurs autres lignes. Si jamais vous avez besoin aussi des alternatives, des fois, vous avez besoin de plus qu'un fabricant sur une spec, à ce moment-là, on peut travailler les deux. Il y a certaines lignes que moi, j'ai différentes de lui, donc on est complémentaires à ce niveau-là aussi. Donc, vous pouvez toujours nous demander des informations, soit en CC. Si je n'ai pas l'information, je la demande à Sylvain. Des fois, vous allez me demander une information sur des lignes que je n'ai pas. Je vais vous transférer à Sylvain parce que lui, il a accès à l'information. Donc, on travaille vraiment en équipe. Mais vraiment, la principale raison pour laquelle on travaille ensemble, c'est qu'on a plusieurs lignes, plusieurs manufacturiers en commun ensemble. Puis la seule différence, c'est que moi, j'ai accès à une plateforme pour faire les sélections complètes. Donc, je peux mélanger plusieurs manufacturiers dans la même sélection et vous avez également accès à cet outil-là. Comme je vous dis, si vous voulez avoir votre compte, si jamais il n'est pas déjà créé ou si vous avez oublié votre mot de passe, j'ai accès au système, dans le fond, à votre compte que je pourrais vous renvoyer un mot de passe oublié, puis vous pourrez le resetter ou sinon je pourrais vous en créer un nouveau. Puis théoriquement, on devrait peut-être avoir un 5-10 minutes à la fin pour faire une petite démo rapide. Donc, si tu veux, la majorité des gens sont probablement arrivés. Sylvain, si tu veux commencer à te présenter, puis après ça, on pourra sauter dans le vif du sujet. Parfait. OK. Là, tu m'entends parce que tu es le seul qui peut confirmer, c'est correct? Il n'y a pas de grichage comme temps. OK, parfait. Non, super. Merveilleux. Bon, bien, bonjour tout le monde. Comme je peux voir, il y a un certain nombre, plusieurs que je connais aussi dans les personnes présentes. Moi, je travaille, oui, je suis directeur technique et spécification chez les entreprises La Joie. Ça fait une quinzaine d'années que je suis chez La Joie. Euh, En effet, comme Mélanie disait, nous avons plusieurs lignes de produits qu'on partage ensemble sur la plateforme et aussi une information à partir de janvier-février. Nous aussi, on a notre plateforme qu'on va laisser libre accès bientôt. C'est une question de semaine avec qu'elle soit disponible pour tout le monde. Pour ceux qui veulent le faire, sinon, on offre, comme d'habitude, un peu comme toi, on offre de faire la spécification globale de A à Z pour le client. Je vais partager, comme je t'ai dit, s'il y a des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Et s'il y a quelque chose, ça va être Mélanie qui va me le dire parce que je ne verrai pas, moi, si quelqu'un pose une question. OK. Ça venait ici. Tout est beau, Mélanie? Oui, je vais prendre mon écran. Bon. Faut que j'enlève encore. Bon. Et puis, je peux l'écrire en même temps. Merveilleux. OK. Donc, les normes, sans savoir, parce que vous êtes un gros groupe, j'ai pas été euh, en très grosse profondeur dans tous les détails des mitigeurs et des régulateurs de pression, mais un survol des principales normes qui ont évolué dans les 5-10 dernières années.
dont ceux qui se sont jumelés aussi avec la régie du bâtiment pour embarquer ça sur le CSA B125. Pourquoi qu'aujourd'hui, je vais utiliser encore le ASSA comme norme? C'est que la norme ASSA les distingue plus facilement un de l'autre. Tandis que le 125.1 ou .3 va regrouper 2-3 normes ASSA dans la même norme. Donc, c'est plus facile de les suivre directement sur le ASSA qui est plus utilisé sur le milieu. OK. Normes, je vais toutes les faire sortir là. Toutes les normes qu'on va pouvoir parler aujourd'hui, ça va être les 10-16, 10-17, 62, 69, 70, 71. Ces 6-là se regroupent sur 2 normes officiellement, tant qu'on arrive sur la régie avec le CSA B125. Donc, c'est plus facile les suivre dans le même que les distinguer. Bon, un rappel simple, là, les fameuses températures, lorsqu'on utilise la recirculation avec un mitigeur ou sans mitigeur, qu'est-ce que plusieurs vont oublier? Peut-être pas firme d'ingénierie, mais avec des entrepreneurs, c'est les températures de retour au chauffe-eau. Le fameux point de limite, qui est ici à 131,5, c'est la plus basse limite qu'on peut revenir après avoir fait de la recirculation. Il y a des normes en étage, en longueur, comme il est écrit là, 100 pieds, mais c'est un détail à tenir compte, surtout lorsqu'on utilise un mitigeur. OK. La norme ASSA 1016, elle inclut aussi maintenant une norme de sécurité pour le Québec, mais qui est adaptée pour le reste du Canada. C'est les normes de robinet de douche et bain-douche. Automatiquement, une ASSA 1016, l'utilisateur peut ajuster sa température lui-même, comme chez vous, vos robinets de douche, vos robinets de bain. La particularité qui va avoir lieu, c'est les hôpitaux, CLSC, CHSLD et autres. Il y a une norme de sécurité qui bloque, au lieu d'être bloqué anciennement à 120, va être bloqué maintenant à 109 degrés Fahrenheit ou 49 degrés Celsius. Ça, c'est le Québec avait sorti en 2012 pour les normes de sécurité. Donc, il doit être thermostatique ou température thermostatique et pression équilibrée combinées dans le même. L'exemple parfait, ces trois-là, c'est des TP qu'on appelle dans la série de TP. Donc, dans les sections de powers pour les robinets. La norme OSSA 1017, c'est la plus commune des normes, mais celle qui est comme un peu un sac fourre-tout pour toutes, c'est que beaucoup de mitigeurs ont cette norme-là. Seulement cette norme-là, et cette norme-là ne peut être applicable qu'à jusqu'à la base, c'est-à-dire sur un chauffe-eau ou sur un réseau de distribution. Jamais pour une douche, jamais pour un bain, jamais pour un lavabo, jamais pour un évier, jamais pour rien d'autre. C'est fait pour mitiger un tuyau à une température X, selon, il faut qu'il revienne, comme on disait tantôt, à 131,5. Mais cette norme-là ne sert uniquement qu'à ça. Les mitigeurs que vous allez voir généralement, les gros mitigeurs, qui vont être à bas ou à haut débit, avec ou sans valve d'anti-retour. Des plus petits, dans le résidentiel, que vous allez mettre sur un chauffe-eau résidentiel à la sortie du chauffe-eau. Ça, c'est tout ce qu'on appelle des normes ASSE 1017. La principale caractéristique de la norme 1017, c'est qu'elle permet d'avoir jusqu'à 7 degrés Fahrenheit de différentiel, mais c'est son temps de réaction qui est plus lent. Parce qu'étant donné que si j'alimente un tuyau de 2 pouces en eau à 140 degrés Fahrenheit, même s'il y aurait 3-4 secondes que l'eau descend à 135 avec la quantité d'eau mélangée dans le tuyau, ça ne paraîtra pas à l'utilisateur au bout. C'est pour ça qu'il y a un délai beaucoup plus long qui est permis pour le faire. Des systèmes IntelliStation comme celui-là, le tout nouveau IntelliStation, c'est le nouveau, mais c'est la série numéro 2, la deuxième génération. Elle permet d'avoir jusqu'à 2 degrés Fahrenheit de différentiel au point de consigne demandé, petit ou grand débit. L'avantage, c'est beaucoup plus économique parce qu'il y a moins de variations. Il va être plus sécuritaire parce que je n'aurai pas, si j'ai des appareils, des équipements qui sont sensibles aux variations de température, mais il va permettre d'avoir une meilleure protection avec ce système-là. Au début,
tant que je parlais avec Mélanie, je parlais de la fameuse plateforme Nexa. Ce mitigeur-là, il va être compatible avec la plateforme Nexa qui s'en vient de Watts. La plateforme, ça va être une des futures formations qu'on va voir. On attend juste qu'elle soit complétée pour l'ensemble des produits. Ça va englober Safety Valve, les DAR, les régulateurs de pression, les tout ce qui peut avoir de l'eau, soit qui s'écoule dedans ou qui a comme des safety valves ou des relais valves qui peuvent couler, ou même jusqu'au système de filtration d'eau. La plateforme Nexa va être toute capable de prendre en charge ça dans le même bâtiment. Ça va être un genre de BMS, mais intégré dans une plateforme pour de l'eau seulement. Oups, excusez. Es-tu encore là, Mélanie? Oui, je suis là. Mélanie? Oh oui, je suis OK. là. Ah, c'est pas pourquoi. J'ai peut-être accroché le mauvais piton. C'est bon, là, c'est revenu. On le voit? OK. Ouais. Donc, pourquoi qu'il. Ah, En fait, tu as linké ouais, une je viens de. vidéo sur ton image. C'est ça que je viens de voir. OK. On va y aller autrement. OK. Le, L'avantage du mitigeur qui va être là-dessus, avec la précision, en plus de précision de plus ou moins 2 degrés Fahrenheit, il gère les pressions température. Qu'est-ce qui fait le plus mal à un mitigeur? Généralement, c'est les variations de pression et de température rapide. Lui, c'est ça qu'il va faire, qui va être plus rapide. Il va prendre ses lectures beaucoup plus rapidement. Il va être disponible dans le 3. Il est disponible dans les plus petits formats actuellement, mais il va être disponible de 3 quarts à 4 pouces d'entrée avec des retours ou de recirculation jusqu'à 6 pouces aussi, selon c'est sûr qu'il ne ressemblera pas à lui, il va être sur un beaucoup plus gros gabarit que ça, mais ça va permettre d'aller jusqu'à du 6 pouces à échéance. Donc, à peu près n'importe quel bâtiment va pouvoir être desservi par cette IntelliStation 2-là. La principale caractéristique qu'il faut tenir compte dans les gros débits seulement, donc la norme ASSA 1017, il y a toujours sur chacune des mixing valves de Powers ou de Watts qui est dans la fiche technique. Il y a toujours cette charte-là qui va apparaître. Le numéro de modèle et le débit minimal pour qu'elle puisse fonctionner correctement et le débit maximal qu'elle peut passer avec une perte de pression. Si vous me demandez de faire un calcul de perte de pression ou de débit que le miximage doit prendre, je vais toujours calculer généralement entre 10 et 15 PSI de perte maximale. On peut aller à 20, mais j'aime mieux baser sur 10 à 15 au départ. Si ça dépend tout le temps aussi de l'application, quel type de bâtiment. Dans certains cas, c'est bon de pouvoir aller à 20 parce que c'est temporaire. Dans d'autres cas, non. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours se baser environ. Si je me fie ici à 10 PSI, la valve 431, je sais que c'est une 3 quarts d'entrée, elle me demande un 3 gallons minimum de débit. Puis il va pouvoir aller jusqu'à 20 GPM. Moi, qu'est-ce qui me fatigue tôt, le plus dur à avoir, il est ici, c'est le 3 gallons minute. Si je prends qu'est-ce qu'on appelle les hauts débits, c'est les high-low, l'autre génération qui suit après, vous voyez, pour 1 GPM minimum flow, à 10 PSI, j'ai déjà 7 gallons de mieux en débit et 1 gallon seulement de débit minimal. Ça veut dire qu'un robinet de lavabo partirait dans le bâtiment de 1 ou 1,5 ou 1 gallon et demi d'eau, je serais capable de le prendre sans défaire la variation à l'intérieur de la valve. Parce que si je vais toujours en bas débit, en bas de mon minimum flow, le risque pour toute marque confondue, c'est que l'ajustement se défend ou Ça il te va dérègle. se dérègle automatiquement à court, moyen terme. Donc, c'est toujours de respecter. Fait que c'est un peu comme un moteur diesel ou un moteur à gaz. Si vous laissez ce qu'on appelle idle ou marcher quasiment sur le choke tout le temps, ça finit par encrasser, mais c'est la même chose pour une mixing valve. Il faut s'assurer d'avoir le bon minimum flow et qu'est-ce qu'on a besoin comme maximum flow. Le minimum flow, il n'est pas dur à trouver généralement. Il est ici, c'est généralement dans le haut débit qui va être plus complexe à trouver. Ouais, c'est ça, 10,62. Ça, c'est de l'air que je ne sais pas en live, mais
il ne doit pas grand monde qui l'utilise à 10-1-2 ou qui la connaisse. C'est à peu près juste dans les douches de camping que ça existe. C'est une petite. C'est un adaptateur qui va rentrer entre la tête de douche et la sortie du bras, qui va juste bloquer à 115 degrés Fahrenheit. Où ce qu'on a vendu beaucoup, c'est vraiment dans les, comme je disais, dans les campings ou des places comme ça pour l'été. Au cas où que ça s'emballe et ça vienne trop chaud, mais automatiquement, si ça arrive à 115 degrés, ça va dégoûter. Ça va bloquer complètement à l'intérieur de ça, ça va bloquer complètement le débit. Donc, c'est une protection ultime, mais ce n'est pas un mitigeur. C'est une protection plus qu'un mitigeur. Fait que cette pièce-là s'appelle comment, si on s'en fait parler? La WHT 115. Bon, on va l'appeler par son code. C'est bon. C'est à peu près ça. Puis, j'ai fait sortir les statistiques de vente. On n'en vend pas beaucoup par année. Hmm. Ben, Peut-être probablement que ouais. Il y a ça quelques l'a années. couvert. Ouais. L'autre, qui est la grosse erreur actuellement qui est faite, nous, on appelle ça des end-users ou des entrepreneurs. Ils nous demandent un budget 3/4 pour des douches. Ils ne disent pas nécessairement pour des douches, là, mais pour tel débit ou telle application ou autre. La norme OSSE 1069, c'est la plus sévère avec la régie du bâtiment parce qu'il y a eu beaucoup trop de cas de problèmes du monde qui se sont, qui se sont ébouillantés avec le mauvais mitigeur. Que jusqu'au début, le mitigeur à gros diamètre, même s'il y aurait une variation de 5 degrés Fahrenheit qui passe dans le tuyau de 2 pouces, il y a tellement de débit et de quantité d'eau, de masse thermique déjà existant dans le tuyau, j'ai pas de problème avec le mélangeur qui laisse passer un 5 degrés, puis ça prend 4, 5, 6 secondes avant de se stabiliser. Quand vous êtes dans une douche, puis que vous avez rien qu'un bouton, c'est-à-dire, quand on parle de groupe de douche, c'est vraiment du temporisé. Ça peut être comme un temporisé ici, mécanique ou non, mais n'importe quoi que l'utilisateur ne peut pas changer la température. Si je pèse sur un bouton, que ce soit électronique ou temporisé, l'eau à sort est déjà pré-mélangée. La personne qui est en dessous de la douche, ça ne tente pas de savoir qu'elle prend 3, 4, 5 secondes avant que ça s'ajuste parce qu'il y a quelqu'un qui a parti une cloche valve pas loin ou que quelqu'un qui a pris de l'eau dans le lavabo pas loin ou quoi qu'il arrive autour de la douche, la personne se fait soit refroidir ou soit ébouillanter. Puis, c'est surtout 90% des appels qu'on a d'aréna, de gym, de vestiaire ou autre, c'est toujours ça le même problème, c'est qu'il n'y a, a pas le bon mitigeur à la bonne place. Les ASSA 1069, comme celui qui est là, généralement, c'est du demi, 3/4, 1 pouce. Ceux qu'on a vont marcher jusqu'à 6 douches. Ça veut dire que l'idéal, tant que je vais faire un aréna typique, conventionnel, il y a généralement 6 douches par chambre de joueur, à peu près, parce que la moitié dans la douche, la moitié encore en train de se changer, puis un autre tiers qui est en train de parler. C'est jamais une grosse quantité. On peut aller plus. Si on va plus, ça veut dire qu'il faut mettre 2 mitigeurs. Donc, l'avantage avec ce mitigeur-là, prix budgétaire, environ 110$. Celui que vous voyez sur la photo, là, c'est environ 110$ sur le prix budgétaire. J'ai 4 chambres de joueurs, 440$. Je viens de mettre 4 mitigeurs. J'ai un mitigeur qui fait défaut. Généralement, je vais recommander, tant qu'on parle avec l'end-user directement, qu'il s'en garde un ou deux de spare de plus pour faire des maintenances. L'avantage avec celui-là, c'est que 4 fois 110 et 440, c'est le tiers du prix d'un comparable qu'on a vu tantôt dans les plus gros. En plus que le gros, il n'est pas conventionné, il n'a pas le droit d'être installé pour des douches, il coûte 3 à 4 fois plus que celui-là. Lui, j'ai une chambre qui ne fonctionne pas pour X raisons. Le temps que le plombier ou le gars de maintenance puisse se remplacer, ils font juste fermer les valves ou fermer la chambre de joueur pour ces douches-là seulement. Le reste, il est fonctionnel. Donc, c'est pour ça, les 1069, ça doit être appliqué. Et j'ai vu des avis d'erreur remis par la régie du bâtiment. À chaque fois qu'il y a un nouveau bâtiment ou une rénovation majeure, la régie du bâtiment, je le sais parce qu'ils vont les fouiller, ils vont aller voir si c'est le bon mitigeur à la bonne place. C'est facile à trouver parce qu'il est plus petit que la moyenne des mitigeurs conventionnels. Une question qui revient souvent là, pour les douches des vestiaires dans les écoles et tout ça, on en fait vraiment beaucoup ces temps-ci.
À savoir, c'est ça, si on met un mitigeur à chaque douche, si on en met sur une suite, puis lequel, la différence. Fait que c'était un très bon point parce que c'est une question qui revient très régulièrement. Ouais, mais 4 à 6 douches, celui qu'on a vu, Oui, comme le LFMMV, 4 à 6 douches. Là, on le voit soudé, avec des unions soudées. Il se fait en ProPress, il se fait en PEX, il se fait en union c'est variable. démontable, il y a toutes les options possibles. Puis l'avantage, c'est que vis-à-vis l'union, je le démontre justement, c'est qu'il reste là. Le gars d'entretien, il a même pas besoin d'avoir un plombier. Là. Il dévisse ses 3 unions, il remet l'autre là, il refait l'entretien sur lui. Merci, bonjour. On passe à un autre appel. Beaucoup, beaucoup plus facile de maintenance, puis beaucoup moins d'appels. Oups, excusez, encore mes erreurs. On recommence. Bon. Fait que, OK. L'ASSA 1070 est connue, est utilisée, c'est généralement utilisé seulement pour tout ce qui est évier de cuisine ou évier tout court, lavabo, la salle de bain, techniquement dans certains cas pour des bains, mais c'est surtout lavabo évier. Ou ce qui va être ultra pratique, c'est pas une obligation d'en avoir un présentement en aucun endroit, mais si vous avez un robinet temporisé, un robinet électronique, c'est sûr que si j'ai un robinet électronique comme ça, puis j'ai un mélangeur latéral, techniquement, je n'aurai pas besoin d'en mettre un. Mais si j'ai un robinet électronique sans mélangeur ou un robinet temporisé sans mélangeur, je n'ai pas le choix d'y mettre une mixing valve, mais sinon, je vais trouver d'être juste en eau froide. Fait que ça, généralement, ils vont demander d'avoir de l'eau mélangée. Donc, l'avantage avec ça, c'est que je choisis la température entre 80 et 120 et je protège l'utilisateur. Mais la Si j'aime. poignée, je m'excuse, je te coupe. La poignée sur le côté qu'on voit là, le mitigeur, dans le fond, Ouais, c'est pression balancée. ça, C'est non, c'est mécanique. Ça, c'est juste mécanique. Ça n'est pas. Il y a des robinets qui sont un SSA 1070 qui ont un vrai mixing valve thermostatique. Lui, dans ce cas-là, la majorité des cas, ce n'est que mécanique. C'est dit, si je le tire vers moi, c'est seulement de l'eau froide. Si je le pousse vers en arrière, c'est seulement de l'eau chaude. fait que ça agit à même titre que la valve thermostatique qu'on mettrait en dessous. Oui, mais c'est pour ça que si c'est en mode hôpitaux ou personnes âgées ou Oui. RPA ou whatever, même s'il y a ça ici, souvent, on va mettre quand même une protection pour être sûr que l'eau chaude ne vienne pas à plus que 120. Oui, parce que c'est une clientèle qui est à risque. Mais mettons, Oui, si on parle d'un usage plus régulier pour un monsieur, madame, tout le monde dans un commerce, par exemple, à ce moment-là, le propriétaire qui voudrait sauver des frais, parce que c'est à peu près la seule oui, raison, il pourrait ne pas mettre de mitigeur en dessous du lavabo parce qu'il y aurait la petite poignée sur le côté. exact. Mais Intéressant. la petite poignée, à l'inverse, la petite poignée, il y en a qui ne la veulent pas parce qu'il y a trop de risque de bris ou autre. Ils veulent avoir de quoi de sobre avec le moins de gugus autour. Dans Ouais. ces cas-là, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de mettre le mitigeur. Et par contre, quand j'ai dit tantôt, les éviers font partie de ça, mais je ne conseille pas de mettre ça inutilement, à moins que ce soit une place, disons, sans que ce soit un RPA, mais une personne à mobilité réduite, ou Alzheimer, ou ce Santé type de mentale. clientèle-là, ou sans un problème potentiel de santé mentale, c'est sur l'évier, si vous mettez un mitigeur, c'est limité à 120. Essayez de faire la vaisselle, là, laver un plat avec de l'eau à 120, ça va mal. Ouais. Pour 90% du monde. Donc, c'est pour ça, c'est d'y aller. Mais il n'y a aucune norme qui l'oblige sur les éviers. Mais si vous en mettez un sur les éviers, faire attention, parce que limiter de l'eau à 120, oui, personne ne se brûle, mais c'est Et dur personne en qui a de maudit. plaisir. Ouais. Le plat à lasagne est plus dur à laver, disons. Exact. Puis dans le cas de Delta, parce que c'est l'exemple qu'on a ici, c'est une de tes lignes, est-ce que la petite poignée peut être commandée? Mettons, la personne qui fait la maintenance va ajuster son eau. Fait que, par exemple, l'hiver et l'été, l'eau dans les tuyaux est un peu différente. Est-ce qu'on peut faire l'ajustement, ensuite la retirer puis mettre un cap? Non, pas sur lui. Ben, sur certains modèles, oui, mais pas sur lui actuellement. Mais lui OK. existe avec ou sans le bouton Donc, c'est mécanique. deux codes différents. OK, Ouais. parfait. Le danger du bouton mécanique, ce comme je disais tantôt, c'est la pression d'eau change, la température de l'eau chaude change. Automatiquement, c'est mécanique, ça va varier. C'est Oui, pas c'est une ça. C'est pas le protection thermostatique. mitigeur comme Exact. dans le cas de thermostatique. C'est ça. Parfait. L'avantage du LF USG qui est ici, comme on le voyait, celui qui est ici,
c'est Ouais. qu'il s'installe, autrement dit, à partir des valves, vous rentrez dans le mitigeur, à partir du mitigeur, vous allez au robinet de lavabo. C'est ultra simple d'installation, facile. Il y en a même un maintenant qui existe avec la désinfection thermique intégrée. C'est-à-dire que dans certains cas d'hôpitaux qui demandent une désinfection thermique, il existe aussi, il y a un levier dans le bout qui va faire qui peut aller jusqu'à 180 degrés de température pour la désinfection. Dans le fond, c'est une manipulation manuelle parce qu'on Ouais, va lever OK. ouais. Il y a quoi qui existe dans NSA Minimat que lui, pour moi, de le rajouter, ça, il faut que ça aille rebalancer. Ah, OK. C'est juste une pause publicitaire. NSA. OK. Norme OSSE 1071, c'est un complément à l'intérieur de la norme ONSI Z358, tout ce qui est équipement d'urgence. La particularité, je vois encore malheureusement des mitigeurs conventionnels dans les cas de douche d'urgence, c'est la particularité des robinets d'urgence. Dans Power, ils sont fait se reconnaître par la couleur de leur cap en partant, c'est qu'il y a la limite de température qui est limitée à 95 degrés Fahrenheit, mais surtout, elle a un bypass d'eau froide, c'est-à-dire que si je n'ai pas d'eau chaude, je vais avoir automatiquement, il va laisser passer 100%, ben, en tout cas pratiquement le débit en eau froide. Pas d'eau, de l'eau froide, c'est mieux que pas d'eau du tout, tandis que je prends un mitigeur conventionnel, il va choquer jusqu'à temps qu'il coulera pratiquement, il n'y aura pratiquement plus de débit qui va passer parce que son mot d'ordre, c'est de garder une température X. Fait que s'il manque un des deux, il va choquer des deux bords, tandis que lui, rendu un certain débit, s'il n'y a pas assez d'eau chaude, qu'il voit qu'il n'y a plus d'eau chaude, automatiquement, il y a un bypass, une contrepasse interne en eau froide. Qu'est-ce qu'elle doit se rappeler sur les normes NSI Z358 ou le. Ouais, c'est ça. Bon, le mitigeur doit être entre 65 et 95 degrés Fahrenheit. L'idéal est à 85. Pour deux raisons. À 85, ça consomme moins d'eau chaude pour le réservoir. Donc, la masse thermique à garder pour le client est beaucoup moins élevée. Mais surtout, c'est que plus que l'eau est chaude, dans certains cas, certains produits chimiques peuvent être activés par la température, donc ça peut créer un autre problème. Donc 85, c'est tolérable parce que la personne est généralement encore avec des vêtements, mais la température ambiante est autour de ça, 80 degrés, donc ça reste une norme raisonnable, puis ça limite aussi la capacité en eau chaude là, à maintenir. Les débits, selon les mitigeurs et selon les équipements, on va avoir des lave-yeux, ça va être autour de 0,4 à 3 gallons minute parce qu'il y a lave-yeux et lave-face et yeux qui existent. Puis une douche d'urgence de base, c'est 20 gallons minute. Puis 20 tant que je disais versus la température, c'est que 20 gallons minute, 15 minutes, ça, c'est la norme minimale. Il y a plusieurs endroits au Québec, ça peut être 18 ou 20 minutes selon le schéma de couverture de risque. Donc, si on prend juste le normal, 15 fois 20, j'ai bon 300 gallons d'eau mitigée à 85 degrés Fahrenheit. Ça me prend une capacité en eau chaude. Ça me prend un drainage aussi en conséquence pour faire ça. Puis les normes à respecter, c'est le fameux 55 pieds, 10 secondes entre l'endroit du risque et l'équipement d'urgence où ce qui est localisé. C'est un très bon résumé parce que c'est une autre question qui revient souvent aussi, puis les détails sont méconnus. Donc, c'est un très bon point. Bon résumé. Un petit détail ici, e-trap ou trappe à chaleur. André m'a vu souvent, parce qu'André, comme je dis, on est un ex-collègue de travail, il m'a vu souvent en parler, reparler. La migration d'eau chaude est trop dangereuse. On recommande tout le temps, tout mixing valve potentiellement à grand débit, d'avoir une trappe à chaleur. Si vous voyez, en vérité, c'est une pétrappe qu'on fait avant d'arriver au mitigeur. C'est que tant qu'il n'y a pas de consommation d'eau, on est sûr que l'eau chaude ne remontera pas directement. Elle va descendre. Il va y avoir un point de rupture ici. Si je mets ça directement dans le mélangeur, à la sortie du chauffe-eau ou en ligne droite, sans avoir de trappe à chaleur, le risque, c'est qu'il y ait une température qui augmente naturellement vers le haut. Le chaud a tendance à vouloir monter. Donc, automatiquement, par gravité, le mitigeur, même si le mitigeur, il n'y a pas de demande de débit, l'eau chaude va réussir à passer au travers du mitigeur naturellement.
pas en dedans d'une heure, mais sur une période d'une nuit, d'une journée, ça peut arriver. Lorsqu'on a un mitigeur d'urgence, un grand mitigeur, petit mitigeur ou tous les mitigeurs, puis vous avez un risque de différentiel de pression sur l'eau froide, généralement c'est sur l'eau froide qu'on a ça. Le pire instrument à avoir pas loin d'une douche, c'est quoi? Une flush valve d'urinoir, une flush valve de toilette. Ça, c'est mortel pour un mitigeur. Le régulateur de pression que vous voyez là, un 25 BG, ça dépend de la diamètre des tuyaux. On peut mettre un mitigeur, c'est un mitigeur, disons, d'urgence, qui est comme celui-là ici. Chaque barre, à l'entrée eau chaude, eau froide, si on a peur dans les deux cas, on peut mettre un régulateur de pression sur l'entrée d'eau froide puis l'entrée d'eau chaude et choquer, autrement dit, le débit, parce qu'on ne doit pas avoir plus que 20 PSI de différentiel entre l'entrée d'eau froide et l'entrée d'eau chaude avant qu'il y ait une variation possible. Si j'ai une flush valve de toilette ou tout autre appareil qui consomme beaucoup d'eau, dans les toilettes, c'est parce que c'est justement l'eau froide qui va partir, ça va faire une drop de pression de plus que 20 PSI temporairement. Donc, s'il y a quelqu'un sur la douche d'urgence, s'il y a quelqu'un dans une douche, s'il y a quelqu'un n'importe où, selon l'application, va le ressentir immédiatement parce qu'il y a une perte de pression trop élevée. C'est de mettre un régulateur de pression. Si vous étiez à 60 litres de pression dans le bâtiment, après le régulateur, le premier régulateur, vous pouvez mettre 2 régulateurs de pression avant le mitigeur, avant la ligne d'eau froide et la ligne d'eau chaude. Puis au lieu d'être à 60, vous les craquez à 50. C'est que, oui, vous baissez les choses, mais vous venez de donner une marge de manœuvre de 10 PSI possible. Donc, avant que j'ai un problème, il va falloir que je descende à 42 livres avant que je commence à avoir un problème en eau froide. Je viens de protéger mon réseau avec un régulateur de pression. Benoît, une question pour toi. Oui. Il peut trouver son micro parce que je ne le vois pas en question. Oui, il peut ouvrir son micro. OK. Parce que je me vois pas vraiment, c'est pas comme dans le team. En fait, moi non plus, je ne me vois pas, puis je ne te vois pas. Ça, c'est bon signe. C'est correct. c'est ça, on ne voit pas les participants, c'est un peu tannant. La trappe de chaleur, là, dans le fond, dans le cas d'un IMB, là, on parle de quoi? C'est comme une affaire de 6 pouces là, Oui, 6. Ça dépend comment il arrive, là, mais c'est au 2 fois le chose. C'est dit, je peux avoir 6, 6, 12. Il faut que la branche qui est ici, il faut qu'elle ait le double de la branche qui est là. OK, d'avoir un 6 pouces de tête, en fait. Là, Oui, exact. Okay. Pour l'avoir vu, pour faire des tests, la meilleure manière de le voir, c'est qu'on mettait de l'eau chaude mélangée avec de l'eau, en tout cas dans des tubes de verre. On voit vraiment le heat trap, comment il peut être fonctionnel versus un qui n'a pas de heat trap. Où on peut vraiment piéger la chaleur. Ouais, c'est ça. OK, je comprends. Good. C'est bon. Ouais. Ça fait partie des bonnes pratiques ou c'est quelque chose que tout le monde applique? Ça fait partie des bonnes pratiques. Bon. Puis deuxième question, c'est quoi le code de la valve qu'on voit? LC, ouais. LF25 AUBG Z3. Oui, c'est ça. Parfait. Tu peux continuer. AUBG Z3, puis ça dépend après ça, les adapteurs et autres. Ouais. Dans la famille des régulateurs de pression, ça, c'était plus émissaire comme vous l'avez reparlé surtout, mais dans la famille des régulateurs de pression, qu'est-ce qui est bon à retenir? Je vais le voir à partir des autres sites. Ça, en vérité, c'est pas un montage, c'est vraiment 24 pouces. On peut aller à 24 pouces d'entrée. C'est comment on fait des méchantes bonnes grosses valves. Quelque chose à retenir, autant comme le mitigeur tantôt, les hauts et les bas débits, dans Watts, la LFM 115 et la LFM 115-74, la principale particularité, tant qu'on met le 74, c'est que ça me permet d'avoir des petits débits. Je donne un exemple d'un hôpital, l'entrée d'eau de, je ne sais pas, 8 pouces, 10 pouces, whatever, de tuyau. Il y a une toilette qui partirait. Il va ouvrir la grosse valve de 10 pouces juste pour une toilette. Ça serait illogique. Donc, il y a comme le 25 EBG qu'on parlait tantôt, comme un régulateur de pression pour les petits débits en à côté. Lorsque le débit augmente, automatiquement, je vais passer de la petite valve de régulation à la grosse valve de régulation. C'est pour empêcher en vérité les coups de bélier dans l'entrée d'eau simplement. Donc, c'est toujours de vérifier. Si c'est une usine qui consomme tout le temps le même débit d'eau, bien, l'FM 115 de base, ça fait le job. Mais si c'est une place qui a petit, ça peut être un robinet lavabo, une toilette
qui part simplement en plein milieu de la nuit, mais pour ne pas entendre un coup de bélier, on prend l'option 74. Puis, selon les applications, c'est sûr que c'est un peu comme vous avez, à chaque fois que vous faites un projet en hauteur, est-ce que je monte l'eau en haut, je mets des régulateurs de pression en bas, ou je monte la pression en bas, puis je mets des régulateurs à chaque étage? Ça, c'est du cas par cas. C'est vraiment selon quand vous construisez votre plan ou votre projet. Chose bien importante, ça a l'air basique, vous allez voir sur celui-là. Disons que je veux installer un régulateur de pression, entrée d'eau, commerciale, haute, de maison. Si ici, je prends la ville, j'aurai comme 105 livres de pression d'entrée, régulateur de pression. Comme vous pouvez voir, les gauges sont, les jauges, sont sur la ligne, qui est toujours l'idéal de l'avoir sur la ligne. On a en dessous du régulateur une possibilité de mettre le petit cadran, mais c'est fortement recommandé de l'avoir sur la ligne directement. Donc, j'ai 105 livres de pression. Je mets mon régulateur. Je veux l'ajouter à 50 livres de pression. Donc, tant que je vais faire couler mon eau, je vais le voir, attendez une seconde. Bon. Je pars de 105, je le régularise à 50. Il va passer à 50, je ferme mon robinet. Il n'y a aucune demande. Il y a deux choses qui peuvent se produire. Ça baisse avec une autre demande ou je vais avoir une différence. Je vais recommencer parce que là, je vais vous perdre. Où ce que je vais emmener, c'est que si ça ne baisse pas puis que ce cadran-là, j'ai zéro demande d'un robinet dans la maison ou dans le bâtiment, la pression est supposée techniquement, en mode statique, d'être à 50. Si mon régulateur est à 50, puis lui est à 105, c'était vrai avant, plus maintenant, plus depuis 2012 avec les nouvelles normes des DR. Je ne peux plus envoyer mon surplus de pression vers la ville, vers l'aqueduc, donc je suis bloqué à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui peut faire que mon 50, là c'est valeur parce que le monde ne pourra pas réagir, mais il y en a sûrement que là ça répond. Qu'est-ce qui va faire que mon 50 va venir 60, 65, puis il peut grimper là, pas mal plus haut si la ligne d'eau froide qui s'en va au chauffe-eau n'a pas de réservoir de dilatation thermique? Le risque que ce chiffre-là grimpe est élevé. D'où la raison, les fameux réservoirs de dilatation thermique ou les valves calibrées pour empêcher que la dilatation thermique se fasse dans la ligne d'eau froide. Sa seule protection qu'il y a, après ça, c'est quoi? C'est la safety valve du chauffe-eau. Elle va cracher. Pourquoi? Parce qu'elle va remonter en pression. Donc, s'il y a pas si quelqu'un nous retourne chez nous un régulateur de pression, puis il dit qu'il ne tient pas à pression, puis qu'il dit qu'il est en mode statique, c'est pas notre test à nous autres. Nous autres, on veut le savoir lorsqu'un débit d'eau, s'il tient 50 livres, il est fonctionnel. S'il monte après, le problème il est ailleurs. Ce n'est pas le régulateur qui est le problème. J'ai une autre question de Benoît. Oui. Il est-tu connecté? Oui. Je ne sais pas si je peux ouvrir son micro. Ouais, excusez. Oui. Là, vous m'entendez? Bon. Ouais, Oui. si je me demandais, y a-tu comme une règle de grosseur de réseau qui me fait passer, mettons, ils vont me préconiser, mettons, une valve de dilatation versus la mise en place d'un réservoir. Parce qu'un réservoir, là, c'est un peu plus cher, là, en fait, là, qu'une valve de dilatation. Puis la valve de dilatation, il faut que j'aille un drain, là. Fait que Ouais. là, y Ben, a-tu comme un. Tu sais, moi, je suis concepteur, là. Y a-tu comme tu sais, je sais pas. C'est un peu intuitif à chaque projet, tu sais. Je sais pas, moi, j'ai 20 appareils à nourrir, j'ai 50 appareils. Y a-tu quelque chose, une règle du pouce qui nous guide là-dessus ou. Généralement, tu vas avoir plus de choix en réservoir, en grosse capacité, que juste des petites. C'est des CBR qu'on a, nous. C'est assez limité parce que c'est du 3/4 de pouce généralement. 3/4 ou 1 pouce de Ouais, diamètre. c'est ça. OK, c'est un peu. Ouais, c'est ça Ouais, qui tu ne peux pas gauge. arriver avec un tuyau d'un pouce et demi puis mettre tomber à 3/4 ou 1 pouce. Là, tu vas te créer une Ouais, restriction ça t'en inutile. prendrait plusieurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Il faudrait que tu mettes plusieurs en parallèle, ça serait illogique. Donc, c'est là que le réservoir de dilatation va rentrer en ligne de compte. OK, ça que. Donc, un Et néophyte. personnellement, un truc, si tu regardes dans le watt, ça retient PLT 35. Là, généralement, tous les chauffe-eau électriques 120 gallons, un PLT 35 fait la job pour un. Tu regardes le prix d'un là, versus prendre un DETA, là, les ceux ASME, les plus gros modèles. Hum.
Souvent, les plombiers, quelques-uns, là, ils vont mettre 2 réservoirs, un pour chaque chauffe-eau, autrement dit. Ça revient moins cher, Ouais, c'est ça. Ben, en mais fait, là, c'est du cas par cas rendu là. ouais, c'est ça. OK. Mais effectivement, la dimension de la valve peut donner un bon indice sur. OK, on comprend. Ouais. Mais OK. je ne sais pas si d'autres. Je suis honnête, sincère, je ne sais pas les autres compagnies, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent en haut d'1 pouce de mémoire. Je sais que chez Watt, c'est 1 pouce, là, mais je ne sais Ouais, pas j'ai si pas d'autres vu compagnies peuvent le faire. non, il y a pas, c'est ça, c'est pas mal, effectivement, c'est du petit diamètre, là, c'est en bas d'un pouce, là. OK. OK. Good. Bon, c'est ça. Le reste, ben, ça revient au même. Là. Si j'ai une drop en bas de chose, automatiquement, le régulateur va augmenter. Il va revenir à son choix, mais c'est de retenir que le cadran, c'est lorsque de l'eau passe dedans, s'il est bien dimensionné. Lorsque l'eau passe dedans, si je l'ai mis à 50 ou 60 PSI, il ne doit pas dépasser le barème qu'on lui a donné. S'il dépasse, c'est soit l'ajustement. S'il ne maintient pas après, c'est que le régulateur est défectueux. Mais s'il augmente après, tant qu'il n'y a plus aucune demande, c'est pas le régulateur qu'il faut chercher, c'est ailleurs qu'il faut trouver la source du problème. La bonne pratique de la règle de 3, je ne peux pas passer de 125 PSI à 50 PSI d'un coup sec. C'est illogique, c'est dangereux. C'est de travailler tout le temps, de passer, c'est de diviser par 3, c'est de dire que si le 125 divisé par 2, ça me donnerait 62,5, donc je dépasserais. Si je serais à 65 PSI, je serais correct. Si j'ai autant de différentiel que ça, c'est au mieux de passer de 125, le même régulateur, le même diamètre, mais passer de y aller par étage pour diminuer la pression directement sur le régulateur. Et un autre système parallèle, ne jamais oublier, tant qu'on met un système en parallèle, il ne faut pas que les deux soient au même pour qu'il y en ait un qui travaille, puis tant qu'il y a besoin, c'est le deuxième qui va embarquer, autrement dit. C'est ils vont fonctionner à un débit légèrement différent. Rapidement, dans les compléments qui vont finir avec la plateforme Nexa, on a peut-être ceux qui étaient là la dernière fois, la dernière présentation, je vais l'amener comme ici, c'est des détecteurs de débit qui peuvent être installés sur les. Généralement, les écoles, ceux qui font des écoles, vont se le faire demander par les commissions scolaires, avoir détecteur des débits, surtout lorsque l'école est fermée. Ils veulent être certains qu'il n'y a pas aucune consommation d'eau. Comme ça, s'il y a un dégât d'eau, un DAR qui part ou autre, ils vont le savoir. Eux peuvent fermer l'eau ou avoir une alerte qui va être avec ça. Donc, ça s'installe directement avec la valve de réduction de pression qui va être installée côte à côte. La plateforme Nexa, pour donner un avant-goût à partir de janvier, on va revenir, c'est une plateforme qui va intégrer chez Watts les DAR, les régulateurs de pression, tout ce qui touche à l'eau va pouvoir être raccordé avec un Nexa. Les safety valves qu'on parlait tantôt d'un chauffe-eau, si je veux savoir, même si le safety valve coule d'un drain entonnoir, il n'y a pas personne en entretien qui va le savoir, là, le safety valve qui est ouvert. Tandis que là, ils vont le savoir automatiquement. Ils vont savoir l'heure où on peut même savoir en temps réel, mais surtout savoir dans quel bâtiment ou dans quel coin du bâtiment quelqu'un, une commission scolaire peut avoir la même plateforme, va être capable de savoir dans quelle école que ça va être détecté. Tout ça va faire partie de la plateforme Nexa. À partir de janvier, on va commencer à envoyer les invitations. Actuellement, on attend juste que le matériel soit tout disponible au complet avant de pouvoir aller plus loin. Mais ça va être super intéressant aussi pour les gros commerces. Je pense à des gros centres d'achat où est-ce qu'ils ont des tours à bureaux en haut, où est-ce qu'ils ont vraiment des grosses capacités, mais souvent ils ont 5 salles mécaniques. Fait d'être capable de relier à distance, puis de faire des troubleshooting, puis d'être capable d'ajuster des trucs, ça va être super pertinent aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de domaines dans lesquels ça va être intéressant et de plus en plus demandé probablement aussi. Même dans les drains, des lessiveuses, nos robinets de lessiveuses qu'on a déjà avec des détecteurs de fuite, tout ça va être raccordé sur la même plateforme que ça. Génial. Techniquement, oui. Bon, ben, continue. Non, ben j'avais techniquement terminé. Ah. C'est une période de questions. C'est le temps. S'il y avait d'autres questions que je n'ai pas vues passer. Ben, moi, il y en a une qui m'a glissé. C'est une bébé question. En fait, tantôt, on parlait des robinets avec le petit mitigeur sur le côté, les valves thermostatiques et tout ça.
Oui. On considère comment les CPE? Est-ce que c'est une clientèle à risque? Les CPE, Ouais, pour les mitigeurs, nous, on le recommande. moi aussi. Et le gouvernement, ma bru, elle travaille elle est directrice d'un CPE. C'est sur le point de certaines normes, peut-être pour les nouveaux, je ne sais pas si ils vont mettre en général, mais c'est une bonne pratique de mettre un mitigeur de protection pour les lavabos. Sauf la cuisine, la portion cuisine où ce que la cuisinière travaille. Tout le reste, les lavabos, généralement, ils n'ont pas de douche, à moins que ce soit pour les Ah, des éducateurs. fois, j'ai des bains. Ouais, aussi. Les bains peuvent être sur le 10-16, c'est-à-dire qu'avec la norme de sécurité, automatiquement, il n'y aura pas plus chaud que 110, fait qu'on est correct. Mais les postes de lave-mains pour les enfants qui ressemblent à des éviers, les lavabos ou autres, c'est fortement c'est pas pour faire de la vaisselle, souvent ils vont utiliser un évier 20 par 20 en Ouais. inox, puis il est moins profond, mais c'est un robinet de cuisine et autres. On recommande de le mettre, mais c'est pas une obligation formelle présentement. Ouais, parce que souvent, ils mettent un évier par classe, donc par groupe d'âge. Au moins, comme ça évite d'avoir à sortir aussi un dégât ou si les enfants veulent se laver les mains après avoir fait un certain bricolage ou rincer des pinceaux de peinture, ces choses-là. Donc, à ce Oui, moment-là, vu que les enfants y ont accès, on mettrait un mitigeur autant que dans les salles de bain pour enfants. Mais tout oui, ce qui est usage plus professionnel pour les employés, donc les petites salles mécaniques, les cuisines, etc., ben, à ce moment-là, ça serait optionnel. exact. André a une question pour nous. Oui, André. Un élément intéressant, toujours installé à la sortie du mélangeur thermostatique pour les douches, de toujours mettre un thermomètre. C'est dans les bonnes pratiques non faites, ça. Ouais, je sais, mais C'est ce que. Ouais. c'est pas Tu sais mal. combien de fois je n'ai parlé, combien de fois dans les présentations ou autres, là. Je vois sincèrement pour tout le monde, là, si on ne demande pas de mettre un cadran ou un jauge ou un gauge de température à la sortie du mitigeur, dites-moi là, comment, si le mitigeur il donne une pièce mécanique, puis que les douches sont comme 20-30 pieds plus loin, le plombier, là, va falloir qu'il court dans la douche, peser le bouton temporisé C'est ça. pour pas aller partir, puis après ça, se grouiller aller voir dans la salle mécanique s'il est correct ou pas. C'est pas. Si je mets un cadran, je suis capable de le voir à la sortie directement, la température. Sinon, il va quasiment au tâton, là, il va le vérifier en dessous de la tête de douche. Ah, c'est à peu près correct. N'importe quel mitigeur devrait tout le temps avoir une jauge après. Idéalement, tant que c'est pas un ruminant, mais un mitigeur d'urgence, je le demande, je recommande d'avoir, on appelle ça un bidicateur ou un tridicateur, température et pression sur l'eau chaude et sur l'eau froide, les deux, chaude et froide, que je suis capable d'évaluer où ce qui est le risque, où ce qui est la perte de pression ou où ce qui est une différentiel de température. C'est-tu chauffe-eau qui ne fournit pas? Parce que généralement, on peut souvent pas du chaud de tuyau parce qu'ils sont tous isolés. Fait qu'on ne sait pas quel qui est quel. Fait qu'au moins, avoir un cadran, ça permet d'avoir ça élimine bien des problèmes. C'est pas ça qui augmente le coût de l'installation non plus. Non, à 10 piastres le cadran, non. C'est ça. Côté pratique. Oui. Les plombiers de maintenance, ils le font, les autres. Oui, Henrik. Oui, oui, j'ai pas tout à fait saisi l'histoire de la règle de 3 avec les réducteurs de pression. Dans le fond, c'est quand on dépasse la réduction possible par un seul réducteur de pression, c'est ça? Oui, c'est que si donc dans le coin de la ville que tu es, selon la municipalité que tu es, il y a des secteurs qui ont plus haute pression, mais surtout, tant qu'on sait qu'il y a des secteurs qui peuvent monter plus haut en pression la nuit ou autre, Mhm. si tu dépasses, tu as vu, j'avais l'exemple du 125 PSI, puis 50 PSI. Si j'aurais demandé 65 PSI à la sortie, puis j'avais un 125, j'étais correct. C'est limite, mais 125 divisé par 2, ça me donne 62,5. Donc, la règle de 3, c'est ça, c'est d'enlever la pression sur le dernier. Fait que si je veux aller en bas de 62,5 à l'utilisateur, le différentiel, ça serait de 50 à 125 qui est trop grand. C'est pour ça la règle du 3, c'est que 2, ça va à 3. Dès qu'on dépasse le 2, on tombe dans la règle de 3. Ça ne prend un autre régulateur entre les deux. Dès qu'on réduit la pression d'une moitié, c'est ça? Oui, le premier OK. passe de 125. Ça rappelle de 125 Ouais, à 100 ou de ouais, 125 à 90, mais il faut le couper, autrement dit. OK. Puis Parfait. souvent, c'est le problème des villes là, qui ont
secteur d'usine ou qui ont des usines sur la même ligne d'eau que le résidentiel, puis qu'ils consomment beaucoup, puis là, ça donne des gros coups de bélier. Le 125 peut devenir 140 livres facilement. Parfait, merci. Good. On Autre? a fait le tour des questions. Je ne vois plus de main levée. J'étais dans le chat. Je pense qu'une nouvelle question dans le chat. OK, parfait. C'était Éneric. Donc, si on a le temps, écoute, il reste 9 minutes. Fait que je Attends, préfère. j'ai Patrick Vas-y. Ménard. Pour les CPE, c'est correct que robinet mélangeur émisseur a une norme de j'essaie de comprendre. Patrick, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne sais pas si j'y ai répondu entre-temps. Ah, Je OK, de pense que oui. température et ou pression. Mais Norme de... sinon, Patrick, si tu veux en ajouter ou si on n'a pas répondu nécessairement, mais honnêtement, quand je l'ai vu passer, je pensais qu'on avait fait le tour. Donc, si jamais tu as une autre question, tu veux aller plus loin aussi dans les mitigeurs. Oui, j'aime en pas. passant, j'ai peut-être une réponse pour Richard, je ne sais pas s'il est encore là. Tant que Marc, il ne sert pas nécessairement pour la recirculation. Oui et non, c'est que si jamais j'ai un heat trap là, en passant sur la recirculation, puis il y a une pompe de recirculation, c'est que ma recirculation rentre du côté de l'eau froide. Donc, si je n'ai pas mis un heat trap du côté de l'eau chaude, le danger, c'est que en repoussant, si c'est bien fait, 80% va en recirculation d'eau froide, 20% vers le chauffe-eau. Si je pousse 20% pour le chauffe-eau, il va pousser indirectement un peu d'eau chaude du côté chaud. Donc, le heat trap va permettre d'avoir une limitation de débit. Mais si je recircule, puis je consomme jamais d'eau chaude, là, j'ai un autre problème. Qu'il y ait un heat trap ou pas, je vais monter en température. C'est le danger des mitigeurs avec une recirculation, puis qu'il n'y a pas d'aquastat pour arrêter une pompe de recirculation. Surtout dans le cas des douches d'urgence qui sont Ouais. probablement des fois jamais utilisées dans une vie. Là. OK. Vous avez fait la différence avec ça. OK, c'est correct. Parfait. Donc, je regardais juste s'il y avait d'autres choses. Là. OK. Ouais. Sinon, je reste là. Je peux te laisser finir si tu veux dire ta plateforme. Et s'il y a des Ouais, questions, je vais rester prendre jusqu'à la fin. vraiment un 2 minutes parce qu'honnêtement, je peux pas attends, je vais partager mon écran, ça va aller mieux. Attends, je me cherche un peu. OK, ici. Tu es dans l'écran, si tu te cherches. Ouais. Bon, je vais juste nous tasser un peu. En fait, c'est que la nouvelle option qu'on a, c'est que maintenant, on peut faire, en fait, dans la majorité de vos comptes, là, je regardais les noms, la majorité de vos comptes, j'ai fait déjà des devis-mètres préétablis. Donc, quand on parlait de CPE, OMH, poste de police. Donc, tout dépendant de ce que vous me demandez habituellement, j'ai déjà conçu des devis-mètres, mais qui sont de façon générique. Fait que c'est vraiment les produits les plus demandés, les meilleurs rapports qualité-prix. Au niveau de la disponibilité aussi, je m'assure que c'est des modèles qui sont réguliers, qui sont faciles d'accès, ou est-ce que vous êtes capable la majorité du temps d'avoir des prix de volume, tout dépendant aussi de l'envergure des projets. Donc, j'ai vraiment été avec mon expérience et les demandes que vous me faites et j'ai créé des devis-mètres. Mais vraiment, le point que je voulais vous montrer, parce que ça, c'est quelque chose que vous savez déjà, c'est que si je vais créer un projet, donc je viens ici, par exemple, dans ce cas-ci, on a fait la formation pour WhatsApp. Je fais. C'est important aussi de mettre le pays et la province parce que les codes du bâtiment ne sont pas exactement pareils pour tous les secteurs. Même chose pour les États-Unis ou ne serait-ce que de comparer le Québec avec l'Ontario. C'est pas dans le cas, mettons, exemple d'un lavabo, ben, le dégagement sur le lavabo n'est pas exactement le même. Des fois, les barres d'appui qu'on va mettre soit pour les toilettes ou les douches ne sont pas exactement les mêmes dimensions, les mêmes configurations. Donc, le fait de mettre dans le système, ben, ça allume des filtres. Donc là, si j'y vais vite, donc on va sélectionner le type de bâtiment. On peut faire des collaborations aussi parce que dans le fond, chacun des utilisateurs que vous êtes est regroupé dans votre firme. Donc, si votre collègue a travaillé sur un projet dont vous voulez modifier, télécharger, copier ou mettre à jour, bien, vous pouvez avoir accès à ces documents, à les transférer. Donc, à ce moment-là, vous pourriez les copier-coller pour que ce soit la phase 2 d'un projet. Puis à ce moment-là, vous allez avoir accès à tout le monde pour le voir. Donc, ce qui est le fun maintenant avec la plateforme qui est nouveau,
c'est qu'on a soit la possibilité d'aller créer une nouvelle sélection, parce que c'est pas juste un produit, mais c'est la sélection d'un produit. C'est d'aller chercher par catégorie. Et là, à ce moment-là, comme vous le savez, on a accès à choisir le cabinet. Ensuite, vous allez chercher le siège, les accessoires, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ce que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui ou vous agacer avec l'option, parce qu'on pourra vraiment plus l'approfondir dans un autre rendez-vous, c'est d'aller chercher, dans le fond, dans vos devis-mètres, les accès. Donc là, j'ai déjà créé mon projet. Je vais tasser pour avoir plus grand écran. Et là, ensuite de ça, je suis capable de voir dans mes devis-mètres tous les appareils que j'ai déjà mis. Donc, si je prends, par exemple, le OMH, je vais aller dans les appareils de plomberie. Vous avez accès à tous les appareils qu'on met habituellement. Donc, si vous voulez respecter relativement les standards, là, en ce moment-là, j'ai la toilette régulière, j'ai celle pour handicapés, j'ai le lavabo régulier, celui pour handicapés. Je vais chercher mes copies comme ça et je vais venir les glisser. Puis, il n'y a rien qui m'empêche par la suite, je peux le fermer ici, aller rechercher, changer l'appellation. Donc, si votre client ou l'architecte avec qui vous travaillez, lui l'appelle T1, on est capable de le changer. Si vous voulez changer l'ordre de page aussi, on est capable de venir jouer dans la séquence. Vous pouvez mettre des notes. Et advenant le cas que vous voudriez faire une petite modification, vous pouvez avoir accès au crayon qui est juste ici. Et là, à ce moment-là, on pourrait changer le siège pour un siège qui est ouvert. Fait que dans le fond, ça vous évite d'aller sélectionner la toilette, de regarder toutes les options, d'aller chercher le siège, d'allumer des fils, de faire des recherches. Donc, en un seul clic, j'ai sélectionné 4 listes d'appareils et en un clic, j'ai fait la modification, exemple, parce que dans ce cas-ci, le client m'a demandé d'avoir un sans couvercle ou, exemple, si ça avait été au niveau de la flush valve ou du débit du robinet ou de la flush valve, j'aurais eu accès juste ici à faire la modification pour le débit. Et ensuite de ça, tout simplement télécharger. Puis là, comme vous savez, on a tous les modèles disponibles. Donc, la fiche technique, c'est vraiment le format ATS habituel que vous connaissez. Donc, le code, l'image, la description et la fiche technique. Et à gauche, vous allez avoir la colonne avec tous les accessoires régulièrement dans un one-pager, sinon 2, comme dans le cas, exemple, d'un lavabo pour handicapés. Bien, il y a vraiment beaucoup d'accessoires, donc ça rentre sur 2 pages. Mais il y a possibilité aussi d'aller chercher les prix de liste, donc les avoir ou pas. Ensuite, vous avez les tableaux Excel, vous avez le Word détaillé, donc qui est le Word long, vous avez le Word court. Vous avez accès aussi aux fiches techniques des manufacturiers. Donc, si j'ai une toilette American Standard, la flush valve Sloan, le siège Santuco, le carrier Watt, à ce moment-là, ça va être vraiment les fiches des manufacturiers que vous auriez retrouvées sur le site, mais sans faire les 152 recherches sur les sites différents. Donc, nous, on va vraiment les regrouper puis faire un cahier comme... En fait, je vois ça comme des chapitres. Donc, vous allez avoir le titre du chapitre qui va vous dire, bon, c'est la toilette avec qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir tous les appareils qui sont listés, puis ça va être CA1, CA2, CA3, tout bien listé. Puis évidemment, BIM Revit 4, comme vous le savez déjà. Donc, c'est vraiment au niveau du téléchargement, c'est intéressant parce que du fait que vous faites une fois votre sélection, vous êtes capable de le télécharger en plusieurs formats. Vous êtes capable de revenir après ça si vous voulez faire un cahier plus pour le chantier, vous voulez sortir un cahier pour l'architecte, un cahier pour le client. Des fois, ce n'est pas les mêmes formats qu'on veut avoir ou ça peut être sur plusieurs options. Donc, des fois, on travaille des projets ensemble pendant 6 mois, même souvent 2 ans. On est capable de revenir jouer tout le temps et de moderniser et de mettre à jour les produits. Henrik, tu avais une question? Tu m'entends? Oui. Oui, donc on peut utiliser les prix que sur ce logiciel-là pour faire des estimés budgétaires? Oui et non. C'est les prix de liste, donc c'est les prix vraiment sans escompte. C'est sûr que ça vous donne une idée. Mettons, si tu es en train de monter ton projet, tu es vraiment en début d'étape, tu sais Ouais. si c'est une toilette à 1000$ ou c'est une toilette à 500. Mhm. Je te dirais qu'un coup que tu as fait le gros de ta sélection, moi, je te dirais, envoie-moi un courriel, dire, OK, ma sélection, je l'ai déjà validée avec le client au niveau esthétique, débit, normes. Ça répond vraiment à mes critères. Sors-moi les budgétaires. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je prends le cost du grossiste, je rajoute la marge, puis tu vas avoir un prix plus précis sur le marché. Mais je te dirais que mes collègues en Ontario, eux, utilisent les prix de liste et les contracteurs travaillent avec ça pour se guider au niveau des prix. Donc, ça dépend des manières de travailler, mais règle générale, moi, ce que je fais, c'est qu'un coup qu'on a fait toute la sélection ensemble, je
peux inclure les prix. Ça donne une idée grosso modo, mais même souvent, surtout dans le code Watt, quand on tombe avec les escomptes, on peut avoir des escomptes vraiment intéressantes qui font une très grosse différence de prix. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher souvent le tableau Excel. Fait que je peux garder les codes avec le label, avec la description, puis je me rajoute une colonne, puis je mets les budgétaires avec les escomptes appropriés. OK. Mais aux États-Unis puis en Ontario, là, avec mon expérience, eux fonctionnent avec les prix de liste. Donc, tout dépendant comment tes collègues et toi vous travaillez, ça peut vraiment t'aider quand même, mais je peux raffiner le tout après. C'est bon, merci. Fantastique. Hey, on est arrivé pile, il est 1h01. Yes! Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Puis encore là, j'ai été très rapide là, avec mon système. Dans le fond, dans ma signature, quand vous cliquez sur un de mes courriels, vous allez voir prendre rendez-vous avec moi, vous allez avoir accès à mon calendrier. Donc, à ce moment-là, vous allez être en mesure de voir mes disponibilités. On peut prendre honnêtement 15 minutes, 20 minutes, c'est vraiment suffisant. Puis je vais vous montrer vraiment de A à Z comment bâtir un projet. Puis du moment où vous le savez, c'est vraiment du copier-coller ou comme je vous ai montré, du drag and drop, c'est vraiment super rapide. Donc, ça vous permet d'être un peu plus autonome si jamais des fois, vous voulez une réponse plus rapide parce que vous rentrez dans un meeting, l'architecte vous demande, ben, finalement, les toilettes, ça sera plus mural, ils vont être au sol. Fait que là, il faut sortir une spec rapide. À ce moment-là, vous avez déjà accès à nos outils. Donc, les nôtres sont déjà en ligne. Ceux de Sylvain aussi, si jamais il y a des lignes spécifiques que vous voulez que moi, je n'ai pas, vous allez y avoir accès également. Puis éventuellement, comme dans le cas de Delta, je ne le représente pas, mais Delta a fait ajouter leur data, dans le fond, leurs informations sur notre site. Donc, je serai capable maintenant de mettre en alternative des produits Delta. Donc, on va être vraiment capable de jumeler avec ça pour vous aider. Puis, le but, ben, c'est de vous faire des outils les plus efficaces, les plus rapides. Puis, évidemment, ben, Sylvain et moi, on offre toujours le même service. Donc, vous pouvez nous envoyer des courriels. Puis, avec, moi, j'ai besoin de les épiceries. Là, vous mettez toute la liste des appareils, les normes que vous voulez respecter, les attentes, le plus possible d'informations. Donc, le nom du projet, s'il vous plaît, les villes, c'est vraiment les deux critères de base à lesquels on a besoin pour vraiment faire les meilleures spécifications pour vous. Puis ensuite de ça, on peut faire du back and forth. Vous allez modifier nos documents avec les notes, tout à des conversations avec le designer, l'architecte, le client, peu importe. Et ensuite de ça, on peut faire des mises à jour. Comme vous avez vu, c'est assez rapide pour nous de faire des mises à jour si on passe, exemple, d'une toilette 6 litres à 4,8 litres ou un robinet de 0,5 à 0,35. C'est super facile pour nous de faire les modifications. Donc, gênez-vous pas à ce niveau-là. Je ne vois pas qu'il y a d'autres questions. Dans le Q&A, je pense qu'on avait fait le tour aussi. Puis oui, Martin, je vais envoyer les liens. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un courriel tantôt pour ceux qui veulent avoir un certificat de formation. Puis en même temps, je vais vous donner le lien. Puis je vais vérifier là, si jamais il y en a qui ne sont pas déjà des utilisateurs. Je vais être capable de vous linker avec votre firme. Comme ça, vous serez regroupés ensemble. Donc, je vais faire ça cet après-midi sans faute. Oui, j'avais une couple de. Oui, parfait. Au niveau du site, je vais vous envoyer la documentation par courriel avec plaisir cet après-midi. C'était déjà à l'horaire. Merci, Sylvain. Honnêtement, personnellement, j'ai appris des choses. Je suis sûre que nos amis aussi ont appris des trucs. Assurément, une chose, j'en ai appris, je te dirais 3. Bon, pas si pire. C'est très bon. Moi, je suis très contente. En tout cas, moi, personnellement, je suis. C'est minimum une, c'est ça. Mais on ne peut pas savoir avec un groupe, puis gros groupe, on ne peut pas trop savoir à quel niveau que tout le monde sont. Exactement. Exact, mais non, je trouvais que c'était vraiment complet. C'est des questions, des sujets que tu as abordés, que c'est des questions que je reçois régulièrement, que je fais du copier-coller dans ma réponse parce que c'est un sujet qui revient souvent. Puis honnêtement, on n'a perdu personne. Tout le monde est resté. Fait que c'était pertinent, assurément. Merveilleux. Merci. Puis je vous envoie un courriel pour la suite, puis vous pourrez avoir nos coordonnées pour nous répondre si jamais vous avez d'autres questions. Merci, Mélanie. Merci à toi. Bonne journée. Bye. Bye.